18 heures, on ferme enfin l'ordinateur, et là, bam, l'épuisement mental total. Ah oui, le fameux coup de barre de fin de journée. C'est ça, on a passé la journée à courir d'une urgence à l'autre, à répondre à des dizaines de mails, à éteindre des incendies à droite, à gauche. Et pourtant, le soir venu, on a ce sentiment ultra frustrant de n'avoir absolument rien accompli de concret, quoi. Le grand paradoxe de la vie moderne. On brasse de l'air. Exactement. Et dans la continuité de notre exploration de cette méthode, on s'attaque aujourd'hui à la suite logique. Le concept de, et c'est un grand mot, vivre pour la productivité. Et attention, on ne parle pas du tout de faire des heures sup juste pour faire bien devant le patron. Non, surtout pas. C'est même tout l'inverse en fait. Le cadre qu'il faut poser tout de suite, la vraie distinction chirurgicale, c'est la différence entre être occupé et être productif. Ouais, parce qu'on confond souvent les deux. Complètement. Aujourd'hui, on célèbre l'agitation. On a fini par se dire que si on est épuisé, c'est qu'on a créé de la valeur. Mais la productivité dont on parle dans cette approche, c'est absolument pas une question de volume d'heures. C'est une question de choix, des choix très stricts. De la sélection pure et dure. Voilà. C'est identifier la chose unique qui compte vraiment, l'essentiel, et surtout protéger ce choix avec un acharnement presque déraisonnable face au reste du monde. Bon, décortiquons un peu ça, parce que redéfinir le travail comme ça, c'est s'attaquer à un gros dogme de la culture d'entreprise. On a l'impression que si on bouge pas dans tous les sens, on sert à rien. Du coup, comment on sort concrètement de cette illusion du mouvement perpétuel? L'équation de Bose, elle est simple sur le papier. Tu fais ce qui est important et tu supprimes impitoyablement tout le reste. Impitoyablement. J'aime bien le mot. Mais là où la réalité nous rattrape, c'est que notre environnement, il est littéralement conçu pour nous en empêcher. Il y a une statistique qui fait froid dans le dos par rapport à ça. Un employé de bureau typique, il est dérangé toutes les 11 minutes. Attends, 11 minutes, c'est rien du tout. 11 minutes. Et le pire, c'est pas la petite interruption en soi, c'est le temps de récupération. On perd à peu près un tiers de sa journée juste à essayer de retrouver son niveau de concentration après ces micro-coupures. Ah ouais, c'est fou. C'est comme, je sais pas, essayer de faire bouillir de l'eau, mais en éteignant le feu toutes les 2 minutes. Ça bouillira jamais, même si tu restes devant ta gazinière toute la journée. C'est une excellente image et ça nous amène directement à ce mythe du multitâche. C'est pas juste une mauvaise stratégie, c'est décrit comme une arnaque intellectuelle pure et simple. Une grosse arnaque, ouais. On adore se la péter en disant regarde, je gère 5 dossiers, un call et un chat en même temps. Sauf qu'en réalité, le cerveau ne fait que basculer frénétiquement d'un contexte à l'autre. Le coût cognitif de cette transition, il est énorme. À chaque fois que tu passes d'un mail à un tableau Excel complexe, ton cerveau brûle du glucose. Il s'épuise tout seul. C'est ça, on saupoudre notre attention partout et on devient totalement inefficace. L'illusion d'être occupé est super dangereuse parce qu'elle nous donne notre petite dose de dopamine, le petit ping du mail traité, mais elle nous empêche de faire du vrai travail en profondeur. Et visuellement, il y a un truc qui marque bien cette dynamique. Imagine 2 cercles. Le premier, c'est la journée typique. Un cercle immense, énorme, gonflé par tout le reste, genre les réunions inutiles, les urgences des autres. Et tout au fond, écrasé dans un coin, il y a ton travail essentiel. Ouais, la petite miette. Voilà. Et d'autre côté, la journée productive, c'est un cercle où l'essentiel occupe presque toute la place. C'est massif. En fait, ça me fait penser au lieu de la classique loupe au soleil, à une ampoule classique contre un laser. Ah oui, l'énergie concentrée. Grave. Une ampoule de 100 watts, ça éclaire vaguement ton salon. Mais si tu concentres ces mêmes 100 watts en un laser, tu découpes du métal. C'est la même énergie, c'est juste la concentration qui change. Mais du coup, j'ai une vraie question. Je t'écoute. C'est super beau sur le papier. Mais comment on passe de la théorie à la pratique? Comment tu canalises cette énergie quand ton téléphone sonne toutes les 2 secondes? Et c'est là qu'on rentre dans l'implémentation. Parce qu'une philosophie sans méthode, ça crée juste de la frustration. La vraie solution, la clé de voûte, c'est la stratégie de ce qu'on appelle bloquer du temps. Et pas juste le noter dans un coin de sa tête. Surtout pas. Il ne s'agit pas de dire je ferai ça si j'ai un trou à 16 heures. Non, ton agenda devient une arme stratégique. Les gens qui ont des résultats hors normes, ils divisent leur agenda en gros blocs de temps et dans un ordre hyper spécifique. Et c'est là que ça devient complètement dingue, je trouve. Parce que cet ordre, il défie tout bon sens. On s'attend à ce que la méthode dise « mettez le travail le plus dur en premier », mais pas du tout. Le premier bloc à caler, c'est le temps de détente et les vacances. C'est contre-intuitif, Mais carrément.
Ensuite, l'essentiel, et enfin, le temps de planification. Honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai bondi. Je me fais l'avocat du diable les 2 secondes. Vas-y. T'es un manager, ton service est dans le rouge, c'est la crise. Et toi, tu commences par sanctuariser tes RTT et tes vacances avant même de planifier ton boulot. Tu passes pour un fou ou pour un gros fainéant déconnecté de la réalité. Je comprends tout à fait la réaction. Dans une culture du martyr professionnel, ça choque. Mais si on regarde la biologie et la vision à long terme, c'est d'une logique implacable. C'est-à-dire, Ceux qui durent savent qu'ils vont avoir besoin de recharger leur batterie. Le succès, c'est pas un sprint de 2 mois où tu finis sous perfusion. C'est un marathon qui demande une énergie cognitive de dingue sur des années. donc c'est pas un caprice, c'est l'essence même du moteur. Exactement, c'est le carburant bloqué. En bloquant le repos en premier, tu garantis ton endurance. Tu coupes l'herbe sous le pied du burn-out. Et le burn-out, c'est quand même le plus grand tueur de productivité qui existe. Les athlètes de haut niveau, ils cassent pas leur récup quand ils ont 5 minutes. La récup, c'est la base de leur entraînement. Ah ouais, vu comme ça. Et une fois que cette base est intouchable, là, tu places le deuxième bloc, l'essentiel. Ça devient le rendez-vous pro le plus important de ta journée. Et le troisième, la planification, c'est un peu le GPS pour être sûr que tu vas dans la bonne direction. Parce que bon, être ultra productif dans le mauvais sens, ça sert à rien. C'est hyper puissant comme renversement. Le repos n'est plus la petite récompense de fin d'année, c'est la structure même. Mais il y a un hic. Lequel? Faire un joli bloc rouge, travail essentiel de 9 h à midi sur Outlook, c'est mignon, mais le monde extérieur s'en fout royalement. Les notifs continuent, et on a tous ce collègue pour qui chaque mail est un code rouge absolu qui déboule dans ton bureau en hurlant. Ah, ça, c'est le vrai champ de bataille. Mettre un bloc dans l'agenda, c'est la partie facile. La vraie épreuve, c'est d'accepter que personne ne respectera ce temps à ta place. Il faut en faire une forteresse, le protéger avec une agressivité assumée. T'as en tête l'anecdote sur Hemingway? Ah oui, l'emploi du temps de fou d'Hemingway, une rigidité militaire. Il commençait à la première heure, enfermé, et rien ne pouvait l'interrompre. Ça casse le mythe de l'artiste bohème qui attend l'inspiration regardant les nuages. Derrière le génie, il y a un bunker en fait. C'est exactement le mot. Un bunker. Et pour nous, les simples mortels, ça passe par des tactiques très concrètes. La première, c'est l'isolation physique. Tu fermes la porte, tu mets un panneau, ou tu fuis l'open space pour te cacher dans un café. J'adore l'idée de fuir. Mais il y a un truc fascinant qui accompagne ça. C'est la préparation psychologique. Faut carrément stocker les provisions. Oui, parce que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Grave. Le cerveau déteste l'effort intense. Du coup, face à une tâche super dure, il va te créer de faux besoins. Genre, tiens, j'ai soif d'un coup, ou faut vraiment que j'aille me faire un café pour me réveiller. Le fameux piratage biologique. C'est ça la friction cognitive. Tu sors de ton bunker juste pour un verre d'eau, tu tombes sur le collègue, code rouge, vous parlez d'1 minute de la machine à café, et bam, ton bloc de concentration est mort. Donc avoir sa gourde et ses amendes sur le bureau, c'est pas pour le confort, c'est pour enlever au cerveau toutes ces excuses de fuite. C'est brillant parce que c'est hyper pragmatique. Tout comme la troisième tactique, se déconnecter. Mais radicalement, hein. Couper le Wi-Fi, mettre le téléphone dans une autre pièce. Radical, ouais. Et la dernière, trouver des alliés. Prévenir son équipe. Si tu leur dis « je m'isole 3 heures pour avancer sur le gros projet », ça change tout. C'est plus de l'arrogance, c'est du professionnalisme pur. Ok, donc le bunker est prêt, on est barricadé, mais soyons réalistes. Même avec des murs de 2 mètres, il y a des trucs qui s'infiltrent. Et souvent, c'est nous qui leur ouvrons la porte. On arrive sur les fameux 4 voleurs de productivité. Ils sont redoutables, ces 4-là. Le premier, c'est notre incapacité viscérale à dire non. C'est une vraie faille psychologique. On veut plaire, on veut appartenir au groupe, on a peur de décevoir. Mais la règle ici est d'une brutalité nécessaire. Un seul oui à ton essentiel doit être défendu par 1000 non à tout le reste. 1000 non. C'est super dur à faire. Dire non, c'est accepter le conflit. Mais dire oui à tout le monde, c'est se condamner à la médiocrité sur son propre projet. Et ça m'amène au voleur suivant, qui touche à notre hygiène de vie. Il y a cette phrase coup de poing, si on ne prend pas soin de son corps, où est-ce qu'on va vivre? Ah oui, celle-là, elle réveille. C'est tellement évident, mais on l'ignore tous les jours en sautant le repas de midi pour finir un slide. Et c'est une grosse erreur biologique. La volonté, c'est pas une ressource magique, infinie. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Si tu dors mal, si tu manges n'importe comment, ton cortex préfrontal, la partie du cerveau qui gère la concentration, n'a physiquement pas l'énergie de fonctionner. Le réservoir est vide, quoi. Exactement.
Le cycle naturel, c'est de nourrir son corps et son esprit d'abord pour ensuite attaquer le gros morceau le matin quand t'es au top. Tu peux pas être affûté intellectuellement si ton corps est en PLS. C'est d'ailleurs lié au quatrième voileur. Un environnement toxique ou chaotique, ça draine ton énergie avant même d'avoir allumé ton ordi. C'est clair. On peut pas gagner la guerre dans le bunker si on a perdu la bataille de l'hygiène de vie au petit déjeuner. Mais du coup, je reviens sur le voleur que j'ai sauté, le deuxième. La peur du chaos. Ah, le point sensible. C'est mon plus gros point de friction avec tout ça. Parce que s'isoler pour faire ce qui compte, ça veut dire laisser délibérément les mails s'empiler. Ça veut dire ignorer les petites tâches et voir le bordel monter autour de soi. Et ça, c'est terrifiant. Oui, c'est très inconfortable. C'est même antinaturel. On a l'impression d'être un imposteur, un collègue nul qui laisse tomber son équipe. Comment on fait pour pas craquer sous l'angoisse de tout ce boulot en retard qui nous hurle dessus? C'est une angoisse super légitime. Mais l'approche nous force à regarder la vérité en face. Le chaos, il est inévitable. Point. Le monde va pas s'arrêter d'envoyer des mails juste parce que tu as décidé de te concentrer. L'idée de la boîte mail à zéro, de la to-do list immaculée, c'est un mirage complet. Ouais, le mythe du inbox zero qui donne l'illusion du contrôle. C'est une arnaque. Si tu essayes de maintenir le chaos à zéro, tu vas passer ta vie entière en mode réactif. Tu dissipes ton énergie à faire du ménage numérique. Tu seras connu comme la personne qui répond super vite, mais tu construiras jamais rien de majeur. Ça fait mal à entendre, mais c'est vrai. Le pacte qu'il faut accepter, c'est que si tu te concentres de manière obsessionnelle sur l'essentiel, les résultats extraordinaires que tu vas générer vont largement compenser ce petit désordre. Donc c'est un pari sur le retour sur investissement. Absolument. Ton accomplissement principal va créer tellement de valeur financière ou en termes d'innovation que ça te donnera les moyens de gérer le chaos après. Tu pourras déléguer ou juste te rendre compte que la moitié de ces fausses urgences, c'était rien du tout. Le chaos, c'est le prix temporaire de l'excellence. Faut s'entraîner à le tolérer. C'est une super façon de recadrer l'anxiété. Le bordel n'est pas la preuve qu'on échoue, c'est juste le sous-produit naturel de notre focus sur ce qui compte vraiment. Exactement. Du coup, si on rassemble un peu toutes les pièces de ce puzzle, être productif au sens noble, c'est pas un truc inné, c'est pas un gène de l'organisation. Non, c'est une compétence purement mécanique. L'énergie et le repos en premier, et se barricader dans un bunker pour repousser les quatre voleurs. Et le truc important à rajouter, c'est que cet effet domino, cette réaction en chaîne, elle commence toujours par soi-même. Personne ne le fera à notre place. Jamais. Ton boss va pas soudainement te dire « prends ton temps ». Les notifs vont pas s'éteindre toutes seules. Le premier domino qu'il faut faire tomber, c'est ta propre décision, souveraine, de protéger ton temps comme ta ressource la plus précieuse. Et ça nous amène à une réflexion finale, un truc pour clore cette étape de notre série et à méditer pour la suite. Je t'écoute. Tout ce qu'on vient de voir montre que la concentration est une lutte. Faut une discipline de fer pour entrer dans ce bunker tous les jours. Mais si on pousse la logique, si notre environnement nous demande autant d'énergie juste pour résister aux distractions, et si on arrêtait de se battre? Comment ça? Et si, au lieu de s'armer de volonté chaque matin, on concevait littéralement un espace de vie, technologique et physique, où faire l'essentiel devient la seule option évidente? Imagine repenser ton quotidien pour éliminer totalement le besoin d'avoir de la volonté. Si le but c'est d'être le laser qui coupe le métal, l'étape ultime c'est peut-être pas d'apprendre à mieux viser, mais de construire une pièce où il n'y a aucune autre lumière. Une approche purement systémique, sans aucun effort de volonté. Exactement, c'est un sacré défi d'ingénierie personnelle à méditer.